Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Joëlle Maison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise, députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles du Parti des filles. Oui. Alors, on l'a appris aujourd'hui dans les manquements dans l'enquête sur les frères Abdeslam. Eh bien, la réponse de la section antiterrorisme de la police fédérale, c'est le manque de moyens, la surcharge de travail. Est-ce que c'est pas un peu facile, ça ? C'est peut-être un peu facile et c'est sans doute pas la seule raison, mais c'est aussi la réalité. Donc, je peux rebondir aussi sur le manque de moyens de la justice et les décisions d'économie drastiques qu'a prises ce nouveau gouvernement fédéral en matière de justice. 10% linéaire, donc c'est absolument scandaleux de mon point de vue. Ouais, vous êtes avocate, pour oui, l'instant vous dans une n'exercez autre pas, vie je l'étais, voilà. oui. Cette menace des avocats de mener des actions, des magistrats de mener des actions, les magistrats peuvent faire grève ? Écoutez, je pense qu'on est arrivé à un point de déliquescence de notre système judiciaire, du fait du manque de moyens, du manque qui ne résulte pas de ces 2 dernières années uniquement, mais de ces 10 dernières années certainement. Donc la sous-informatisation, il faut savoir qu'il y a encore des logiciels qui datent de 98. Donc je crois que c'est le secteur public qui est le moins bien informatisé de notre pays. La décision de ne pas remplir le cadre des magistrats, donc il faut savoir que ce cadre des magistrats n'est rempli qu'à 80%. Le fait d'imposer aussi des droits de greffe supplémentaires aux justiciables, de diminuer l'aide juridique, tout ça combiné fait en sorte qu'on arrive à un point de non-retour qui justifie, me semble-t-il, cette mesure exceptionnelle qui est une grève des magistrats. Ouais, quand le premier magistrat du pays dit si on continue comme ça, la Belgique, enfin le Royaume va devenir un État voyou, on est dans l'excès là ? Je pense qu'une démocratie, la qualité d'une démocratie s'apprécie notamment à l'aune de l'équilibre entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Alors, ce qu'a voulu dire M. Decautre, qui est sans doute un des hommes les plus mesurés du paysage institutionnel de notre pays, c'est que dans ces circonstances actuelles, nous avons un pouvoir exécutif qui prend une importance démesurée par rapport aux 2 autres pouvoirs et que ça risque d'amener à des dérives. Il y a déjà des dérives, il y a l'arriéré judiciaire, il y a le manque d'accessibilité du citoyen à la justice qui ne va que s'accroître. Il y a le fait que les magistrats se trouvent totalement dépourvus face à un métier qu'ils ne peuvent plus exercer de manière sereine et avec une qualité. Et ça risque d'arriver effectivement et de mener à ce que l'État belgique devienne un État voyou, c'est-à-dire un État qui ne respecte plus sa justice. Mais alors vous pouvez comprendre les grévistes des prisons qui disent nous on ne veut pas assurer de service minimum parce que la situation est dans un tel état qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Dans les prisons, j'ai été avocate et donc il m'est arrivé de faire des visites à la prison dans le cadre de mon travail. Et déjà à l'époque, la situation était au niveau pratique et matériel absolument catastrophique. Je trouvais déjà à l'époque. Apparemment, je n'ai pas effectué de visite de prison récemment, mais les conditions sont absolument indignes d'un État comme le nôtre. Donc, bien sûr, le manque de moyens, le fait que les prisonniers se retrouvent dans des cellules parfois de 9 mètres carrés à 3 avec un seau et pas de latrine, et qu'ils soient privés de sortie ou qu'ils n'aient des sorties que totalement épisodiquement, ce pour des gens qui ont, par hypothèse et parfois pour certains d'entre eux, beaucoup de rage en eux, je peux comprendre évidemment le désarroi du personnel encadrant Et donc il faut un service minimum ou pas pour les gardiens ? Je pense que raisonnablement, il faut un service minimum pour les gardiens, oui. Alors on va parler des écoles, mais d'abord de ce cas qui a eu lieu à Molenbeek, où une école coranique a été fermée par ordre de la bourgmestre. On soupçonne du radicalisme, et pourtant l'argument est un argument urbanistique, n'est pas du tout un argument lié au radicalisme. Est-ce qu'il faut légiférer là-dedans ? Dans l'état actuel de notre législation, c'est vrai que cette situation où ces enfants étaient censés être scolarisés à domicile, cette situation aurait requis sans doute de la part de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles une surveillance de cet enseignement à domicile qui doit faire l'objet quand même d'une évaluation fréquente. Pour le côté urbanistique, c'est vrai que c'est l'argument que l'on tire de cette situation pour faire fermer cette école entre guillemets. Il y a aussi l'argument de l'agrément, puisqu'apparemment l'ASBL n'avait pas demandé d'agrément. Donc il y a plusieurs arguments juridiques qui permettent de.
Je pense que, comme on le dit chez Défi depuis très longtemps, et Olivier Minguin le répète depuis longtemps également, je crois que d'une part, il faut que le principe de laïcité soit inscrit dans notre Constitution et que d'autre part, on décourage, et j'utilise délibérément un euphémisme, toute influence de puissances étrangères et d'États eux-mêmes réellement voyous, c'est-à-dire qui ne respectent pas les droits de l'homme dans le financement de nos structures institutionnelles, que ce soit des écoles, des mosquées ou autres. Alors, on va parler de l'avenir de nos écoles, le pacte d'excellence et là sur le métier, hein, on en a déjà parlé. Et hier, il y a eu une grande présentation au Parlement à l'ensemble des députés. En global, c'est positif ce qu'il en ressort? Alors, je crois qu'il y a 3 choses importantes à dire. D'abord, est-ce que c'est positif? Oui, le contenu du document que j'ai lu et qui nous a été présenté hier est, pour ma part, positif dans sa philosophie. Parce qu'il faut réformer profondément le système éducatif? Bien sûr, on a un des enseignements, si pas l'enseignement le mieux financé de l'OCDE, et on a un des enseignements les moins performants de l'OCDE. Donc évidemment, il faut tirer des conclusions de ce constat. Les enseignants sont toujours très motivés pour la plupart d'entre eux. Et donc, il faut une réforme d'envergure et une réforme qui tient compte aussi de nouveaux paramètres. Je crois que notre société, les élèves, les enfants, les métiers, l'évolution actuelle de notre société, notamment l'influence des nouvelles technologies, fait en sorte qu'on est dans la mondialisation aussi. On est dans un monde qui change très très vite, qui évolue très très vite, et ce qui est requis aujourd'hui de la part des élèves n'est probablement pas ce qu'il était il y a 20 ans, 30 ans ou 100 ans. Donc il faut une réforme d'envergure. Alors, un des éléments importants de ce pacte, c'est l'allongement de la journée, plus de devoirs à la maison, on fait ça à l'école et puis on met des autres activités. Ça, c'est une bonne chose? Alors, le terme activité est peut-être un peu galvaudé. Je crois que ce qui est très important dans ce pacte et ce qui fait aussi la qualité de la présentation et du texte, c'est que c'est une réforme systémique. Si on bouge un paramètre, on doit également en bouger un autre. Et ici, pour ma part, le plus important, ce sont 2 mesures. D'une part, le tronc commun polytechnique, c'est-à-dire qu'on permet aux élèves d'avoir différentes intelligences sollicitées. Aujourd'hui, jusqu'à présent, sauf les systèmes pédagogiques particuliers, on encourage les intelligences verbo-linguistiques et logico-mathématiques. Donc des apprentissages verticaux où l'élève est censé apprendre et restituer. C'est une caricature, mais dans certains systèmes, ça se passe comme ça. On dispose de 8 types d'intelligence différents. Donc on a également l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artistique, l'intelligence kinétique. Et ces intelligences-là, à l'école, ne sont aujourd'hui pas ou très très peu sollicitées. Et le pacte d'excellence permettrait de les solliciter? Oui, parce que le pacte d'excellence est, je dirais, avant cela aussi, les propositions que nous avions faites. C'est pour ça que, bien qu'étant dans l'opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je trouve que la philosophie de ce pacte est très bonne parce qu'elle rencontre la plupart des arguments et des propositions que l'on avait formulées à l'époque. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de l'art dans l'école, de la musique, des arts plastiques, de la danse, de la polytechnie aussi dans le sens de la technique, qu'il y ait des échanges. Donc ça, c'est pour les bons points du pacte. Voilà. Alors, sur l'allongement de la journée, vous ne m'avez pas répondu. Alors, sur l'allongement de la journée, je pense que c'est un corollaire à un allongement du tronc commun, à son caractère polytechnique. Et je pense que le fait, quand on lit notamment le rapport sur la pauvreté qui a été présenté à la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a quelques mois, quand on entend et quand on lit dans ce rapport qu'il y a plus de 40% ou près de 40% des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles qui n'ont pas un endroit approprié pour faire leurs devoirs, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de l'allongement de la journée scolaire. Pour une question d'égalité sociale. Pour une question d'égalité, je le rappelle, on a un des enseignements les plus inégalitaires et aussi pour une question d'efficience de cette polytechnie que l'on va introduire à l'école. Alors, il y a un sondage, RTL Ipsos le soir, qui est sorti, et on voit quand même que les réactions sont assez négatives par rapport à ça. 67% des Bruxellois sont contre un redoublement qui deviendrait très très rare, 59% contre cet allongement de la journée, 58% contre des congés de 2 semaines. C'est pas l'enthousiasme délirant, ça. Il faut quand même passer au-dessus de ça et imposer.
imposer, je crois que la conciliation doit s'imposer d'abord, avant tout, préalablement. Oui, et dans ensuite. le cadre du pacte, il y a eu énormément d'intervenants différents qui ont été sollicités. Je suis en train de vendre le pacte de la majorité de la Fédération. Pas mal, je m'entends le dire et ça me sidère. Mais en même temps, je vous dis, ça rencontre tout à fait notre programme défi depuis un certain temps. Donc je serais tout à fait contradictoire. Alors, il y a une peur, évidemment. Parce que tout changement ou tout changement pressenti implique une peur, évidemment. Mais moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que notre enseignement n'est pas égalitaire, c'est que notre enseignement n'est pas performant. Et ce que notamment le décret inscription n'a pas du tout rempli ces exigences de mixité, ces objectifs. Donc ce qui me fait peur, c'est ça, plus qu'autre chose. Alors je pense qu'il faut effectivement aller au-delà de nos peurs et peut-être pas imposer, mais bon, moi par exemple dans ma commune, puisque je fais de l'instruction publique aussi, j'ai testé cette polytechnie avec une école à rayonnement musical et je me rends compte sur le terrain que ça produit d'énormes effets. Donc il faut passer au-dessus des craintes et forcer donc, un petit peu l'essai. D'autant plus que nous avons quand même la question du redoublement, qui est effectivement une question sensible, et je trouve qu'affirmer on ne va plus faire. Le redoublement devient interdit. Je trouve que c'est une assertion qui n'a pas de sens. En même temps, il faut savoir que d'une part, le redoublement coûte près de 500 millions par an à la collectivité et que d'autre part, toutes les études démontrent que faire redoubler un enfant n'apporte aucune plus-value dans sa scolarité. Donc il faut quand même se poser les bonnes questions. Alors, il nous reste 10 secondes. Vous avez parlé du décret inscription. On avait annoncé une réforme pour 2016, puis 2017, puis finalement, ce n'est plus une priorité. Ce décret inscription, mais vraiment en une phrase, est-ce qu'il faut le revoir, oui ou non? Oui, il faut le revoir. Il n'atteint pas ses objectifs de mixité. Il a créé une désorganisation, une anxiété, une hystérie même parfois dans le pays à juste titre. Il faut absolument maintenir le côté, je dirais, cohérent, le formulaire unique d'inscription, parce que ça, on ne pourra plus revenir en arrière, mais je crois qu'il faut recentrer sur le pédagogique et diminuer le critère géographique dans le décret inscription, c'est impératif. Très bien, je vous remercie d'être venu dans cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans l'émission Les Experts, les invités seront Rachid Madran et Vincent De Wolf. Bon week-end à tous.